Bien, bonjour, on est le mardi 4 avril 2023. Je vous propose un corrigé de la session CRPE 2023. Je ne vais pas corriger tout le devoir, je vais simplement corriger l'exercice numéro 1, le 2, le 3 et le 6. D'accord ? Pour le 4 et le 5, il faut des figures assez complexes, donc je le ferai éventuellement au travers d'une autre séquence. Donc là, on va commencer par le numéro 1. Exercice numéro 1, qui est relativement simple. On vous dit un professeur des écoles organise avec sa classe de CM1 une randonnée vélo. Le parcours donc B, C, E, F, C, D, B, autrement dit c'est une boucle, d'accord? Donc c'est une boucle, B, C, E, F, C, D, B, est représenté ci-contre. Montrez que l'angle CFE, est droit. On me demande de démontrer que cet angle est droit, d'accord? Donc très simplement, il apparaît pour tout le monde que là, je vais utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, je ne rédige pas, je vous donne les réponses oralement. Je ne rédigerai que la partie calculatoire. Donc, voilà ce qu'il faut répondre de façon précise. Considérons le triangle CFE. On a, alors je repère bien sûr, le côté de plus grande longueur, c'est CE. Donc je vais calculer CE au carré. CE au carré, qui est égal à 6,8 au carré, et qui va me donner 46,24. 46,24, je vérifie quand même. Ok. Nous avons maintenant à calculer CF carré plus FE carré ou EF carré. C'est-à-dire tout simplement CF carré 6 au carré plus EF au carré 3,2 au carré. Je prends ma calculatrice et je trouve 46,24. Donc là, qu'est-ce qu'on a établi ? On vient de montrer que CE carré égale CF carré plus EF carré. Voilà ce que je vais dire. Comme CF carré plus EF carré est égal à CE carré. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CFE est rectangle en F. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. Question 2. Déterminer la longueur totale du parcours. En fait, j'ai toutes les longueurs. Il me reste à calculer la longueur BD du parcours, donc du parcours BD. Pour ça, je vais dire ceci. Appliquons le théorème de Pythagore. Au triangle. Alors, il faut bien le nommer. Appliquons le théorème de Pythagore au triangle CBD rectangle en B. Donc, je répète, appliquons le théorème de Pythagore au triangle CBD rectangle en B. On a, donc j'écris, on a donc DC carré égale BD carré plus BC carré. Ce qui me donne, je veux calculer BD carré. Donc je calcule, j'ai donc, il vient BD carré égale DC carré moins BD carré.
je répète, BD carré pardon égale DC carré moins BC carré. Ce qui veut dire que BD carré est égal à DC carré, soit 8,5 au carré, moins BC carré, 7,5 au carré. Ce qui me donne soit BD carré égale 16. D'où BD est tout simplement égal à 4 km. Donc là, je viens de calculer BD et j'ai trouvé 4 km. Ce qui veut dire que la longueur du parcours, la longueur totale du parcours est tout simplement égale à 4 plus 8,5 plus 7,5 plus 6,8 plus 6 km plus 3,2 km. Bon, je vous laisse rédiger tout ça et ça donne une longueur du parcours égale à 36 km. Donc la longueur du parcours est égale à 36 km, ou si vous préférez, la distance parcourue par donc ces cyclistes, puisqu'ils font une randonnée à vélo. Donc la distance parcourue petit d est égale à 36 km. Question. Sachant que la vitesse moyenne du groupe est de 14 km/h, la classe fera-t-elle le parcours en moins de 2h45 minutes? En moins de 2h45 minutes. Alors j'ai deux possibilités. Première possibilité, je peux convertir 45 minutes en heures. Première possibilité, la conversion de 45 minutes en heures. C'est quoi 45 minutes? C'est 45 sur 60 heures. Ce qui me donne tout simplement, je simplifie par 15, ce qui me donne tout simplement 3/4 d'heure. Ou, de façon précise, 0,75 heures. Par conséquent, la question aurait pu être formulée ainsi, d'accord? Est-ce que la durée du parcours fait moins de 2,75 heures? Très bien. Alors, la durée, donc, vous savez très bien que la distance est de 36 km, la vitesse est de 14 km/h. Vous connaissez la relation qui lie donc vitesse, distance et temps, ou vitesse, distance et durée. Je préfère l'appellation durée à l'appellation temps. Donc ici, je vais donc écrire la relation de base, c'est tout simplement la distance parcourue, d'accord, est égale à la vitesse que multiplie le temps. Ce qui veut dire que T est égal à D divisé par V. Ce qui veut dire que T est égal à D 36 divisé par 14. Alors je prends ma calculatrice et ça me fait tout simplement 2,57 heures. 2,57 heures. 2,57 est inférieur à 2,75. Par conséquent, la durée du parcours est bien sûr inférieure à 2h45 minutes. Donc là, si vous voulez, j'ai converti les minutes en heures, mais j'aurais pu garder, c'est juste à titre d'information, j'aurais pu garder 2h45 minutes, et j'aurais dit, je dois comparer 2h45 minutes à 2,57 heures. Donc ce que je fais, je prends donc, ça me fait 2 heures, et je rajoute plus 0,57 fois 60
pour trouver des minutes. Donc je fais 0,57 fois 60, et ce qui me fait tout simplement 0,57 fois 60, ça me fait 34,2, ce qui veut dire que la durée est de 2 heures 34 minutes. Et bien sûr, 2h34 minutes, n'est-ce pas, est inférieur à 2h45. Donc ça, c'est le corrigé de l'exercice numéro 1. Alors je vais voir si j'arrive à récupérer la suite de l'exercice. Donc là, l'exercice numéro 2, voilà ce qu'il dit. Alors c'est parti. On me dit ceci. 4 personnes grandes... Alors je vais effacer. Alors deuxième exercice, 4 personnes, grand A, grand B, grand C, grand D, se partagent une somme d'argent. On a donc grand A, grand B, grand C. Grand A, ouais, c'est trop haut. Donc grand A, grand B, grand C. Alors, grand A, grand B, grand C, grand D se partagent une somme d'argent, petit a, petit b, petit c et petit d. C'est bien sûr les montants respectifs qui reviennent à la personne A, à la personne B, à la personne C et à la personne D. On me dit ceci, petit a, donc petit a représente un quart de la somme totale. Donc petit a représente un quart de la somme totale. Petit b représente le tiers de la somme totale. Et enfin, grand C et grand D se partagent le reste. Donc grand C et grand D se partagent le reste. Mais attention, de manière équitable, puisqu'on vous dit grand C et grand D se partagent ce qui reste en prenant chacun le même montant. Ce qui veut dire que la proportion, la part qui revient à C et la part qui revient à D sont des parts égales. Ok, très bien. La question est celle-ci. Déterminer la proportion que représente petit c par rapport à la somme totale. Très bien. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai petit a, la proportion de A. Donc si vous voulez, si je rédige comme ça, j'ai PA, proportion pour A, plus PB, plus PC, plus P petit d, égale 1. Puisque ça englobe la totalité. Donc j'ai quoi ici? J'ai un quart, plus un tiers. Mais la proportion qui revient à C, c'est petit c. Et la proportion qui revient à D, c'est petit d. Mais j'ai quoi ici? Par définition, petit c est égal à petit d. Donc je peux réécrire tout simplement plus petit c égale 1. Ce qui me donne un quart plus un tiers. Pour les additionner, je fais bien sûr une réduction au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est combien? 12. Donc 3 fois 4, 12. 4 fois 3, 4 fois 3, 12. Plus C, ça me fait 2C. Égale 1. N'oubliez pas qu'on cherche donc les valeurs de petit a, petit b et petit c. Non, on cherche la proportion que représente petit c par rapport à la somme totale. Donc ici, j'ai tout simplement deux petits c. Je rajoute moins 7 douzièmes de chaque côté, ce qui me fait 2c égale à 1 moins 7 douzièmes. 12 douzièmes moins 7 douzièmes est tout simplement égal, donc ça c'est égal à quoi? À 12 douzièmes moins 7 douzièmes, ce qui me donne 2c, d'accord, 2c égale 5 douzièmes. 2c égale à 5 douzièmes. Je divise les deux membres par 2,
Alors ne vous trompez pas, diviser un nombre par 2, je détaille, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément habitué à ce type d'opération. Donc si je fais 5 douzièmes, donc je divise par 2 et je divise par 2. Donc là, ça me fait petit c. Mais c'est comme si j'avais divisé 2 sur 1. Ça me fait donc 5 douzièmes que multiplie l'inverse. Résultat, la proportion donc allouée à petit c à grand C, c'est tout simplement 5 24e. Donc voilà la réponse à la question, petit a. Bien entendu, petit d, grand D recevra la même proportion, c'est-à-dire 5 24e. Donc pour résumer, nous avons ici 5 24e et nous avons ici 5 24e. Et si on additionne, ça fait bien 10 24e, c'est-à-dire 5 douzièmes, n'est-ce pas? 5 douzièmes plus 7 douzièmes, ça fait bien 12 douzièmes, ça fait bien 1. Ça, c'est la question petit a. Petit b, D reçoit donc là, je vais effacer puisque j'ai tous les éléments. Donc, on me dit que D reçoit 55 €. Donc, D reçoit 55 €. Alors, D reçoit 55 €. Déterminer les valeurs de petit a, petit b et petit c. D'accord? Donc, si D reçoit 55 €, d'accord? Ça veut dire concrètement que la somme totale, alors D, la part de D, donc petit d, reçoit 55 €. Mais on sait que la proportion de D, c'est 5 24e. Donc ça, c'est 55 €. D'accord? Donc, si je prends la somme S, soit la somme à partager. La somme à partager. Ce qui veut dire que D, d'accord, D va recevoir tout simplement 5 24e de S. Donc 5 24e de S égale 55. Donc la somme à répartir, S, est tout simplement égale à 55 divisé par 5 24e. Mais diviser 55 par 5 sur 24 revient à multiplier 55 par l'inverse de 5 sur 24, c'est-à-dire 24 sur 5. Donc la somme à répartir, je prends donc ma calculatrice, ça me fait donc 11 ici, et 11, remarquez qu'avec 11 on peut faire l'opération. Alors, la somme à répartir est de 264. Juste au passage, lorsque vous multipliez un nombre à 3 chiffres par 11, vous faites la somme des deux termes là, donc ça fait comment dirais-je, 6, d'accord, je dis des bêtises, 3, 4, 6, ouais. Ouais. Tiens, heureusement que j'ai vérifié. Alors, donc là, ça fait bien sûr, vous avez compris, quand vous divisez par, vous multipliez par 11, 11 fois 24, vous prenez le premier chiffre ici, vous prenez le dernier ici, et vous faites la somme des deux premiers. Donc ça fait effectivement 264. Donc la somme à répartir est de 264 €. Donc la question qui m'est demandée, c'est quelle est donc la part de petit a? Ben, petit a, la part de petit a, c'est 1/4 de 264. Donc petit a recevra 1/4 que multiplie 264. Donc je calcule 264 divisé par 4, ça me fait 66 €. Donc petit a recevra 66 €. Petit b recevra 1/3 de 264.
Donc 264 divisé par 3. Donc petit b recevra 88 euros. Et vous avez compris, petit d et petit c reçoivent chacun, petit d et petit c reçoivent chacun 55 euros. Si vous faites donc 2 fois 55 euros, c'est-à-dire 110 euros, plus 88 euros, plus 66 euros, en toute logique, vous retrouvez bien 264 euros. Donc ça, c'est la réponse à la question petit b. Maintenant, je passe à la question 2. On me dit cette fois-ci 4 personnes, n'est-ce pas? 4 personnes, E, F, G et H. Alors je vais juste poser pour effacer le tableau. Donc la question est celle-ci. Donc 4 personnes, E, F, G et H, se partagent une somme d'argent, donc une somme d'argent petit s. Ils se partagent une somme d'argent petit s. On appelle petit e. Alors petit E, F, G et H. Donc E, F, G et H sont les montants respectifs reçus par grand E, grand F, grand G et grand H. Très bien. On a les indications suivantes. Donc là, je suis en présence de 4 inconnus. Petit e, petit f, petit g et petit h. Très bien. On a l'indication suivante. On sait par ailleurs que grand E reçoit le triple de f. Grand E reçoit le triple de f. Ce qui veut dire que petit e est égal à 3f. D'accord? Petit e est égal à 3f. Très bien. Deuxième indication, G plus H représente un tiers de la somme totale. Donc G plus H représente un tiers de la somme totale. D'accord? Et on me dit après que G égale H. Très bien. Là, si je regarde bien, j'ai 3 équations et 4 inconnus. Je répète, j'ai 3 équations et 4 inconnus. Il me faut forcément une 4e équation. Ben, ma 4e équation, sauf que là, je vais donc rajouter quoi? Je vais rajouter que E plus F plus G plus H est tout simplement égal à S. D'accord? La somme de la part qui revient à grand E, à grand F, à grand G et à grand H, la somme totale, c'est bien sûr petit s. Alors ici, bien entendu, vous allez me dire, j'ai effectivement 5 inconnus. Mais attention, la question c'est quoi? C'est exprimer la part de chacun en fonction de S. Autrement dit, le résultat sera exprimé en fonction de S. Donc j'ai bien 4 équations et j'ai bien mes 4 inconnus que je vais exprimer en fonction de S. On appelle ça tout simplement, un système d'équations. Alors il y a plusieurs manières de le résoudre. La façon la plus simple, c'est de dire, regardez bien, c'est de dire par exemple, ici, G plus H, vous voyez, G plus H, qui est égal à combien? Un tiers de S. Vous voyez, G plus H, ici, G plus H est égal à un tiers de S. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que E plus F
plus G plus H, qui représente un tiers de S. Est tout simplement égal à S. Je continue. Je sais que E égale 3F. Je sais que E égale 3F. Donc je peux exprimer E en fonction de F. Je vais donc remplacer E par 3F, ce qui va me faire 3F plus F plus 1 tiers de S égale S. Là, vous avez compris, je vais pouvoir exprimer F en fonction de S. 3F plus F, ça fait 4F. Je rajoute moins 1 tiers de S de chaque côté. Je rajoute moins 1 tiers de S dans le membre de gauche et je rajoute moins 1 tiers de S dans le membre de droite. Autrement dit, par abus de langage, on dit on passe le 1 tiers dans l'autre membre, on change de signe. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai rajouté moins 1 tiers de S, moins 1 tiers de S. Ça me laisse donc 4F égale S moins 1 tiers de S. Mais vous savez que S moins 1 tiers de S, c'est 3 tiers de S moins 1 tiers de S. Ça me fait donc 4F égale tout simplement 3 tiers de S moins 1 tiers de S, ça me fait 2 tiers de S. D'accord? Résultat ici, pour trouver F, je divise les deux membres par 4. Je divise à gauche par 4 et je divise à droite par 4. Mais diviser une fraction par 4, soit vous multipliez par l'inverse de 4, soit vous dites il suffit de multiplier le dénominateur par 4. Donc diviser cette fraction par 4 va me donner F égale 2 douzièmes de S. Donc F égale 2 douzièmes de S. En simplifiant par 2, j'en déduis que F est égal à 1 sixième de S. Très bien. Mais je sais que E est égal à 3 fois F. Ce qui veut dire que F est égal à 1 tiers de E. Donc je peux déduire F. Alors, est-ce que je peux déduire, E et dire que, alors là ici pour ceux qui n'auraient pas compris, le passage, je peux le détailler comme ceci, regardez bien, regardez, je peux le détailler comme ceci, vous dites, je multiplie ici par un quart, et je multiplie par un quart, si vous préférez. Voilà, 1 quart fois 4, ça fait 1, et 1 quart fois 2 tiers, ça fait bien 2 douzièmes, soit 1 sixième de S. Ok? Donc là, j'ai obtenu F qui est égal à 1 sixième de S. Alors, je vais effacer ici pour que ça fasse un peu plus propre. Donc, tout ça, je n'en ai plus besoin. Hein, donc, j'élimine tout ça. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on me dit que E égale 3F. Ça veut dire tout simplement que F est égal à 1 tiers de E. D'accord? F est égal à 1 tiers... c'est moi qui... Je dis des bêtises. Là, je viens de trouver F. Alors, j'efface. Je viens de trouver F. J'en déduis tout simplement que E... Alors, E, qui est égal à 3F, ça fait donc 3 fois 1 sixième de S. Mais 3 fois 1 sixième, ça fait 3 sixièmes. Ça veut dire que E est tout simplement égal à 1 demi de S. D'accord? E est donc égal à 1 demi de S. Donc on vient de trouver E, on vient de trouver F. Je sais que G égale H.
je sais que G égale H, donc ça va aller relativement vite. Je vais reprendre mon écriture qui est là, et je remplace ici, regardez bien, je remplace ici, E par sa valeur, donc j'écris E plus F plus G, mais comme G est égal à H, donc je peux encore écrire plus G est égal à S. E, je viens de le trouver, c'est 1 demi de S. F, je viens de le trouver, c'est 1 sixième de S. G plus G, ça fait 2G, égal à S. Très bien. Alors, maintenant, 1 demi, c'est 3 sixièmes. 1 demi, c'est 3 sixièmes. 3 sixièmes de S plus 1 sixième de S, ça me fait 4 sixièmes de S. Je répète, 3 sixièmes de S plus 1 sixième de S, ça me fait 4 sixièmes de S. Plus 2G, c'est égal à S. 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Ça me fait donc 2G est égal à S moins 2 tiers de S. Je répète, 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Je rajoute moins 2 tiers de S et je rajoute moins 2 tiers de S. Ça me laisse 2G égale 1 tiers, 3 tiers de S moins 2 tiers de S, ça me fait 1 tiers de S. Pour trouver G, je divise par 2. Je divise par 2, ça me fait G égale 1 sixième de S. Résultat des courses, j'ai quoi? J'ai F, je commence par E. Alors je l'écris ici. J'ai E qui est égal à 1 sixième, 1 demi de S. J'ai F qui est égal à 3 fois. Pardon, j'ai F qui est égal à 1 tiers de 1 demi de S, c'est-à-dire 1 sixième de S. J'ai G qui est égal à 1 sixième de S. Mais je sais que G est égal à H, j'ai donc H qui est égal à 1 sixième de S. Je vérifie que la somme E plus F plus G plus H est bien égale à S. 1 demi, alors j'écris ici, 1 demi, je ne mets pas le S, 1 demi, plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, ça fait donc 3 sixièmes. 1 demi plus 3 sixièmes, 3 sixièmes c'est 1 demi, ça me fait bien 1 demi plus 1 demi, et ça me donne bien 1. Ma réponse est exacte. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Ensuite, nous avons un exercice relativement simple sur Scratch. Et malheureusement, je vais essayer de faire ce que je peux au tableau pour vous donner l'essentiel de ce qu'il faut, la réponse qu'il faut faire. Alors, exercice numéro 3. Donc là, je vais essayer de récupérer le sujet sur Internet parce que j'ai pas une copie sympa. Donc un de mes étudiants m'a envoyé le sujet, mais il est en scan, donc je n'arrive pas à le mettre à l'écran. Donc voilà ce que dit le sujet. On donne le programme ci-contre qui permet de tracer des triangles de tailles différentes. D'accord? Donc le programme, ça s'affiche comme ça. Donc on veut tracer donc des triangles de tailles différentes. Ce programme comporte une variable nommée côté. Vous savez, quand vous avez Scratch, vous avez bien sûr à nommer une variable qui prendra des valeurs lorsque vous allez effectivement construire votre programme. Okay? Donc les longueurs sont données en pixels. Donc, d'accord? Donc vous avez votre programme qui dit ceci. Regardez bien. Nous avons d'abord un bloc.
nous avons le bloc qui indique ceci. Donc nous avons un bloc qui indique ceci. Répétez 3 fois, avancez de côté. On a nommé la variable côté. Et bien sûr, cette variable-là, côté, on va lui donner une valeur plus tard. D'accord? Donc en fait, le bloc consiste à dire avancer de côté, donc d'une longueur d'un certain pas, tourner de 120 degrés, et on répète cette instruction 3 fois. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Regardez bien. Et bien sûr, le lutin est orienté à 90 degrés, c'est-à-dire qu'il regarde devant lui. D'accord? Donc la première boucle, donc nous avons d'abord, on va avancer de côté. Donc on va avancer de 20 pas, de 20 pixels. D'accord? On va donc avancer de 20 pixels. Donc le lutin regarde dans ce sens-là. Donc le lutin est ici. Et il regarde dans ce sens. D'accord? Le lutin regarde dans ce sens. Question, on vous dit d'abord, alors, mettre le stylo en position d'écriture. Ça veut dire que le lutin va pouvoir maintenant écrire. On va le faire avancer de 20 pas. On va le faire avancer de 20 pas. Dans l'énoncé, c'est plutôt de 100 pas. Puisque on a mis le côté, à 100, d'accord? Donc on va le faire avancer de 100 pas. Donc le lutin va avancer de 100 pas. Il est rendu ici. Attention, il regarde toujours dans ce sens. Il regarde toujours dans ce sens. Et l'instruction suivante, c'est tourner dans le sens contraire des aiguilles du montre de 120 degrés. Donc l'instruction c'est celle-là, tourner de 120 degrés comme ceci. D'accord? Donc en fait le lutin regarde comme ceci et il faut faire tourner cet axe-là de 120 degrés. Donc très schématiquement, je vous montre ce que ça donne à peu près. Donc regardez bien, si là j'ai 90 degrés, si je veux 120 degrés, il faudrait que je rajoute ici 30 degrés. Donc là, j'ai un angle droit. Si je rajoute 30 degrés ici, si je rajoute 30 degrés ici, pour faire 120, vous m'avez compris que cet angle-là fera nécessairement 60 degrés. D'accord? Donc regardez bien. Donc on va faire tourner le lutin. Donc on va tourner de 120 degrés. Donc cette fois-ci, regardez bien, cette fois-ci, le lutin regarde, donc il est là, il est là le lutin. Mais cette fois-ci, il regarde dans cette direction. Il regarde dans cette direction. Donc là, encore une fois, on va répéter 3 fois. Alors, première itération. On avance de 100. On tourne de 120. On tourne de 120. Et donc le lutin regarde comme ça. Et on répète la même opération. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le lutin va avancer de 100. Je fais ça à peu près. Donc il sera rendu ici. Mais le lutin regarde toujours de l'autre côté. Et bien sûr on lui dit de tourner de 120. Autrement dit, il va tourner de 120 et il va donc regarder dans ce sens. Il va regarder dans ce sens. Et on lui dit, avancer, avancer, avancer de, on répète ça, avancer de 100. Et vous avez compris, donc le lutin, il est rendu ici. Donc lorsque vous regardez le bloc tel qu'il est conçu, je vous le lis. Définir triangle, stylo en position d'écriture, répéter 3 fois les 2 instructions, côté avancé, avancer de 100 pas, puisque avancer de côté, mais on aura fixé la longueur tout à l'heure, avancer de côté pas, donc avancer de 100 pas, avancer de 100 pixels, tourner de 120 degrés, donc avancer de 100, tourner de 120, donc j'ai avancé une fois, j'ai tourné de 120, j'avance 2 fois, je tourne de 120, ça fait 2 fois.
j'avance de 100, et de nouveau, parce qu'il faut finir la boucle, je tourne de 120. Ce qui veut dire que quand le lutin est là, il va regarder dans ce sens. Donc en fait, le script proposé ici, le bloc qui est proposé ici, c'est tout simplement la construction d'un triangle équilatéral. Tout simplement pourquoi? Parce que là j'ai bien 60 degrés, puisque là j'ai 120 degrés. Et là, je répète cette longueur-là, je la répète 3 fois. D'accord? Donc ça c'est pour expliquer le script. Maintenant, nous avons expliquer le bloc triangle. Donc ça c'est généré par le bloc triangle. D'accord? Qui est proposé à droite du sujet. Donc, et à gauche, nous avons le script. Bien sûr, on va faire appel à ce bloc triangle qu'on appelle bloc triangle. Donc on va faire appel à ce bloc, et voilà alors les questions c'est, voilà. Alors, ici, alors je vais effacer. Alors si c'est pas trop compliqué, j'essaierai de mettre la séquence, sur Scratch pour peut-être vous aider un peu mieux, hein, si c'est pas trop compliqué en termes de montage. Bah sinon tant pis, hein. Il suffit de suivre ce que je dis, hein. Vous ouvrez Scratch et ou vous prenez le sujet, parce qu'il faut avoir le sujet devant les yeux. Alors donc voilà ce que dit le script. Effacez tout, relevez le stylo, d'accord? Et maintenant, alors bien sûr on positionne le lutin à x égale moins 75 et y égale 50. Ça veut dire que sur la feuille, il est quelque part à moins 75 et il est quelque part à 50. Admettons que le lutin soit ici. D'accord? Donc ça, c'est pour le positionner. Ensuite, s'orienter à 90. L'instruction, s'orienter à 90. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, le lutin, pareil, va regarder dans ce sens. Voilà la position du lutin avant d'entrer dans une boucle. Cette fois-ci, on aura une boucle dans une boucle. Autrement dit, rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait le bloc triangle. D'accord? Et ce bloc triangle, d'accord, on va le répéter, parce que c'est écrit juste en bas, on va le répéter 5 fois. On va le répéter 5 fois. Mais avant, orienté à 90. Rappelez-vous, on a défini la variable côté. On a défini la variable côté. Et vous avez l'instruction qui dit mettre côté à 100. Ça veut dire que la variable côté va prendre une valeur égale à 100 pas, à 100 pixels si vous préférez. D'accord? Très bien. Et maintenant, on va entrer. Donc maintenant, nous avons quoi? Nous avons le stylo, on a tout effacé. Le stylo est relevé. On s'est positionné à moins 75,50. On est là. On regarde, le lutin est orienté à 90 degrés, donc il regarde droit devant lui, n'est-ce pas? Nous avons donc la mesure du côté qui a été fixée à 100. Et maintenant, on va rentrer dans la boucle. Et cette boucle-là, on va la répéter 5 fois. Mais on va répéter quoi 5 fois? On va répéter 5 fois le bloc triangle. Rappelez-vous, on a tracé un triangle équilatéral. Au départ, il avait une mesure côté. Et ce côté au départ fait 100. D'accord. Alors je vais effacer. Et je vais vous montrer ce qui se passe. En fait, l'opération, on va la répéter 5 fois. C'est-à-dire, le lutin est là. Il va répéter 5 fois triangle. Mais une fois qu'il a parcouru, attention, une fois qu'il a parcouru triangle,
D'accord? Il va faire un triangle. Alors, il fait d'abord... On répète 5 fois. Hein. Alors, première fois, triangle. Voilà, triangle. Triangle. Le lutin est là, et regarde ici. Et là, le côté fait 100. Le côté fait 100. D'accord. Côté fait 100. Bien. Une fois qu'il a exécuté triangle, il y a une instruction en dessous qui dit avancer de côté pas. Ça veut dire quoi? Avancer de 100 pixels. Donc rappelez-vous, quand il est rendu là, le lutin, il regarde dans cette direction. Et on lui demande, je le mets en rouge pour vous montrer, on lui demande, quand il a fait ce triangle, on lui demande d'avancer de 100. Donc là, il est ici. Il est ici. D'accord? Ensuite, il y a écrit ajouter moins 20 à côté. Donc le lutin, il est là. Ajouter moins 20 à côté, rappelez-vous, le côté tout à l'heure faisait 100. On va rajouter moins 20. Donc la valeur de côté, cette fois-ci, c'est combien? Ben, c'est 80. Donc, on va répéter l'instruction triangle. On va donc tracer cette fois-ci un triangle équilatéral qui aura combien? 80 pas ou 80 pixels de côté. Donc on va tracer ce triangle-là. Je le fais approximativement. Donc on va tracer à peu près ce triangle-là, qui est un peu moins long que celui-là, d'accord? Et qui sera aussi un triangle équilatéral. Je le fais approximativement. Ça, c'est mon deuxième triangle. Il est un peu trop grand, je trouve. Voilà. On va essayer de le réduire un peu. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième triangle. Donc le lutin, voilà. On a décrit la boucle. Triangle une fois. On est rendu ici. Rappelez-vous, il faut avancer de côté. Donc le lutin va avancer ici. Et quand on passe à l'instruction plus bas, il y a écrit plutôt ajouter moins 20 à côté. Ce qui veut dire qu'après, on va tracer un autre triangle équilatéral, mais qui aura une longueur diminuée de 20. Donc en fait, comme on répète cette instruction 5 fois, ça va me donner 5 triangles équilatéraux, 5 triangles équilatéraux, qui vont bien sûr avoir des côtés qui vont diminuer. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que fait le programme de l'exercice 3. Alors maintenant l'intérêt de l'exercice pour ceux qui ont passé le concours aujourd'hui, pour ceux qui viennent passer le concours aujourd'hui, le problème c'est qu'on vous demande de rien justifier. Puisqu'on vous dit, regardez bien, répondre aux questions suivantes sans justifier. Donc là, ce que j'ai fait avec vous, c'est j'ai pris le temps de l'explication. Regardez les questions comme elles viennent. L'utilisateur clique sur le drapeau. D'accord? Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? Les coordonnées du point de départ du tracé, rappelez-vous, c'était, je crois, c'était moins 75, x égale moins 75, et y égale combien? 50. Donc ça, c'est la position de départ. Ensuite, combien de triangles sont dessinés par le script? Le script dessine 5 triangles, puisque l'instruction répétait 5 fois le bloc triangle. Donc la réponse est immédiate. Quelle est la nature des triangles dessinés? Les triangles dessinés sont des triangles isocèles. Quelle est la longueur en pas d'un côté du deuxième triangle? Le premier triangle fait 100 pas. Le deuxième triangle fait 100 pas moins 20, il fait 80.
Le troisième, il fait 60. Le quatrième, il fait 40. Et le cinquième, il fait 20. Et voilà les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde. Après, tracez le dessin obtenu par ce programme en prenant comme échelle 1 cm. Donc, tout simplement, vous allez dessiner vous allez dessiner ce que je viens de faire. Et bien sûr, vous allez prendre 1 cm pour 20 pas. Donc, vous allez commencer avec un triangle qui fait 5 cm de côté. Vous tracez un premier triangle équilatéral. Vous retirez bien sûr 20 pas, donc vous allez retirer 1 cm, donc ça va passer à 4 cm, puis après à 3 cm, à 2 cm et à 1 cm, et vous tracez 5 triangles équilatéraux. J'espère que cet exercice, vous l'avez réussi. Très bien, on passe maintenant à un autre exercice, si vous voulez bien, qui dit ceci. Alors, l'exercice... Ah voilà. C'est l'exercice numéro 6. On vous dit, donc là je vais rapidement effacer, on vous dit, donc c'est un exercice de probabilité qui est vraiment, qui n'était pas vraiment très difficile. Qui n'était pas très difficile. Alors j'ai pas eu le temps de parcourir les autres, en fait, parce que comme il faut faire des figures, etc., et la façon dont je le fais ici, ça ne se prête pas vraiment, donc il faudrait que je les corrige différemment devant, si vous voulez, devant mon écran. Donc ici, voilà ce que dit l'exercice. Dans une école élémentaire de 150 élèves, je vais essayer de grossir un petit peu parce que je n'arrive pas à voir. Ah zut. Alors, désolé, voilà. Attendez, je vais poser un peu. Alors, l'exercice donc de probabilité, ça a disparu. Désolé, alors j'essaie de retrouver l'exercice, parce qu'en fait, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, voilà. Voilà. Alors, on vous dit, dans une école de 150 élèves, 80 sont des filles. 80 sont des filles. Le directeur veut mettre en place un orchestre à l'école. D'accord ? Il réalise une enquête auprès des familles de l'école afin de connaître les élèves qui pratiquent déjà un instrument de musique. À l'issue de l'enquête, il apparaît que 24% des élèves sont musiciens. Parmi ces élèves, 16 sont des garçons. Donc je vous donne le tableau qui est proposé, d'accord, très rapidement. Le tableau qui est proposé, c'est celui-là. Donc ici, alors, donc voilà. Donc ici, nous avons le nombre d'élèves musiciens. Donc je mets la lettre M pour élèves musiciens. Ici, nous avons des élèves non musiciens. Et ici, nous avons le total. Je vous donne ce que l'énoncé. Donc là, nous avons le nombre de filles. Et là, nous avons le nombre de garçons. Et donc là, nous avons le total. Alors peut-être que le stylo bleu est un peu pâle. Donc je répète, l'école donc élémentaire, elle compte 150 élèves. J'écris ce qu'on me donne. On me donne ici 150. On me dit, c'est tout ce qu'on me donne en fait. Donc je traduis, 80 sont des filles. Donc là c'est les filles, là c'est les garçons. Donc 80 sont des filles. Forcément 70 sont des garçons. Ensuite on me dit,
à l'issue de l'enquête, il apparaît que 24% des élèves sont musiciens. 24% de 150, 24% de 150, ça fait 36. Donc il y a 36 musiciens dans l'école. Ensuite, on me dit, parmi ces élèves, 16 sont des garçons. Donc parmi les musiciens, 16 sont des garçons. Donc à partir de là, je peux compléter mon tableau. Et donc là, j'ai 36, là j'ai 16, donc là j'ai 20. Là j'ai 80, là j'ai 20, donc là j'ai 60. Forcément ici j'ai 16, là j'ai 70, donc là ça me fait 54. Et 60 plus 54, ça fait 114. Et 114 plus 36, ça fait bien 150. Donc voilà pour la répartition. Ok ? Première question. Dans cette question, on écrira les résultats sous forme de fractions irréductibles. On interroge un élève au hasard. Quelle est la probabilité pour que ça soit un garçon? La probabilité, calculer une probabilité, c'est un rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Combien y a-t-il d'élèves au total? 150. Donc le nombre de choix possibles, c'est 150. Probabilité que ce soit un garçon, donc je fais une phrase. Je dis soit j'ai l'événement, désigner un garçon, ou bien on fait une phrase, la probabilité de désigner un garçon, ou la probabilité que ce soit un garçon, d'accord? Bon, je vais écrire moi P de G, est tout simplement égal à garçon 70 sur 150. Et 70 sur 150, en simplifiant, ça fait 7 sur 15, puisqu'on me demande de présenter les résultats sous forme d'une fraction irréductible. D'accord? Il ne faut pas faire de hors-sujet. Question numéro, le petit b. Le petit b, donc ça je réponds à la question 2, 2 petit a. 2 petit b, quelle est la probabilité que ce soit une fille musicienne? Il y a combien de filles musiciennes? Il y en a 20. La probabilité que ça soit une fille musicienne, c'est 20 sur 150. Ce qui me donne tout simplement 2 sur 15. Très bien. Ensuite, petit c. Quelle est la probabilité que ce soit un élève non musicien? La probabilité que ce soit un élève non musicien, il y a 114 non musiciens. Donc la probabilité que ce soit un élève non musicien, donc probabilité que ce soit un non musicien, c'est tout simplement 114 sur 150. En simplifiant, 114 sur 150, ça me donne tout simplement 19 sur 25. Donc ça, c'est le petit C. Petit 3. L'élève interrogé est un garçon. Alors faites attention. Cette fois-ci, l'univers a changé. On ne désigne plus un élève parmi les 50, mais on va désigner un élève parmi les 70, puisque l'élève désigné est un garçon. L'élève interrogé est un garçon. Quelle est la probabilité qu'il soit musicien? Il y a combien de musiciens garçons? Il y en a 16. Donc la probabilité que l'élève soit un garçon, donc l'élève désigné est un garçon. Donc la condition que c'est un garçon. Quelle est la probabilité que soit un musicien? C'est tout simplement 16 sur 70. 16 sur 70, ça me fait tout simplement, en simplifiant par 2, ça me fait 8 sur 35. Ça, c'est la question, c'est le petit c. Petit 3. Quatrième question. 30% des filles musiciennes jouent d'un instrument avant. 30% des filles.
musiciennes, donc 30% de ces 20, jouent d'un instrument avant. Quel pourcentage cela représente-t-il par rapport à l'effectif total? Le plus simple, c'est de dire, 30% des filles musiciennes, n'est-ce pas? 30% des filles musiciennes jouent d'un instrument avant. Elle représente quel nombre? Le nombre de filles musiciennes jouant d'un instrument avant, c'est 30% de 20. C'est-à-dire 30 multiplié par 0,3, c'est-à-dire il y a 6 filles qui jouent d'un instrument avant. La probabilité que l'élève joue d'un instrument avant, c'est tout simplement 6, puisqu'on me dit quel pourcentage cela représente-t-il par rapport à l'effectif total. Pardon, ce n'est pas une probabilité qu'on me demande, mais un pourcentage. Donc le pourcentage de filles pratiquant, donc jouant d'un instrument avant, c'est tout simplement 6 sur 150 multiplié par 100, soit 4%. Voilà. Donc ceci complète la séquence, le corrigé donc, du CRPE 2023. Je n'ai pas corrigé le 5 et le 6, non plutôt le 3. En tous les cas, il y a 2 exos que je n'ai pas corrigés, que je ferai plus tard. Alors pour ceux qui seraient intéressés un peu plus tard pour donc la rentrée pour la session 2024, si vous voulez commencer une préparation active et avec une remise à niveau, je vous recommande effectivement de me rejoindre. Il suffira de m'écrire donc à mon adresse que je vous donne. Il suffira de m'écrire à Infomat, n'est-ce pas? Infomat, gmail.com. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi m'appeler au numéro de téléphone qui est affiché sur mon site. Et bien sûr, sur mon site internet pour la préparation CRPE, c'est ecrpe.com. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour une remise à niveau qui va démarrer incessamment, donc il suffit de m'écrire, comme ça on va constituer le groupe et je vais vous accompagner pour vous donner effectivement tous les éléments nécessaires qui vous permettront d'aborder cette année avec le maximum d'atouts. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à commenter, je vous dis à bientôt.